dans les technologies de l'information, c'est un ensemble, c'est un domaine qui regroupe un ensemble d'outils, de systèmes et en même temps d'infrastructures qui sont tous utilisés pour créer, pour stocker, pour gérer et pour transmettre et aussi sécuriser les données numériques. Quand on parle de données numériques, on parle des données en fait, de tout type d'information, mais qui est stocké sous forme binaire, sous forme numérique. Si je dis binaire, c'est une forme de stockage qui inclut ce qu'on appelle les bits, quoi. Peut-être plus tard, je reviendrai dessus si vous avez des questions. Quel est le rôle des technologies de l'information dans la société? En ce qui concerne le rôle des technologies de l'information, aujourd'hui, on sait tous que le monde est carrément dominé par les technologies de l'information. À quoi elles servent? Elles servent en premier à la communication. C'est-à-dire elles permettent de faciliter les échanges en fait. Et cela se fait via quoi? Cela peut se faire via l'échange des courriels, on appelle couramment en anglais les emails, ou bien ça peut se faire à travers des visioconférences pour ceux qui sont habitués à ce qu'on appelle des webinaires. Qui généralement utilisent des outils de visioconférence comme Zoom par exemple, comme Teams, comme Skype et bien d'autres. La communication, le rôle de communication aussi des technologies de l'information peut être exprimé à travers les messageries instantanées. On a aujourd'hui une panoplie de réseaux sociaux comme WhatsApp, comme Telegram, qui ont un aspect de messagerie instantanée. Messagerie instantanée veut dire quoi? Ça veut dire en temps réel que un émetteur vous envoie un message à un destinateur, le destinateur le reçoit en temps réel, quoi. Il y a juste un court délai qui est selon la conception humaine presque rien, quoi. C'est un peu ça. Donc le premier rôle des technologies de l'information, c'est la communication. Le deuxième rôle des technologies de l'information, c'est l'automatisation. L'automatisation parce que à ce niveau, ils permettent de faire quoi? Ils permettent d'accélérer les processus de métier. En fait, si on prend des exemples sur les différents métiers, je vais juste rester en technologie de l'information, disons que on a l'habitude de faire certaines tâches au bureau. Disons, par exemple, on a besoin que certaines machines, à la fin de la journée, d'une journée de travail, certaines machines puissent s'éteindre. Au lieu de les faire qu'elles s'exécutent manuellement, c'est-à-dire avec l'intervention d'un humain, avec une intervention humaine, on peut automatiser ce genre de tâches, c'est-à-dire mettre sur pied certains, on les appelle généralement les scripts, qui vont à partir de quelque chose qu'on appelle un trigger, donc à partir je sais pas, le mot m'échappe en français, donc à partir d'une alerte qui peut être la date, une heure par exemple, ou qui peut être un autre facteur, mais dans ce cas, c'est plus propice de mettre une heure précise. Le script se déclenchera et automatiquement éteindra le PC ou les PC concernés. Donc, c'est le deuxième rôle des technologies de l'information. Le troisième rôle des technologies de l'information attaque le volet qu'on appelle stockage et en fait, ça parle de stockage et de la sécurité des données. Le stockage, c'est quoi? Quand on ne peut pas parler d'information sans parler de comment est-ce qu'on sauvegarde ou on garde cette information. Donc, le stockage, c'est exactement la manière ou la méthode selon laquelle les data ou les données sont gardées
Et il y a plusieurs technologies quand on parle de stockage, partant des technologies de hardware, si je peux appeler ainsi, ça veut dire matériel physique. Quand on parle de disques, soit disques durs, soit des clés USB, soit des disques, on les appelle comment, des CD, des DVD, ou bien des technologies modernes de stockage qui sont sur le cloud. Par exemple, si on prend l'exemple du géant Microsoft, on a OneDrive qui est l'un des logiciels phares qui sert au stockage en ligne, des données en ligne. Si on va chez Amazon, on a peut-être S3, qui est l'un des services de AWS qui permet aussi de faire du stockage en ligne. Et un autre volet de ce rôle-là, c'est la sécurité. En même temps qu'on parle de stockage, on ne peut pas parler de stockage sans parler de sécurité parce que la donnée stockée et non sécurisée, on convient tous qu'elle sera exposée. Donc, il est important de protéger et d'organiser les données, les informations sensibles quand on parle de technologie de l'information. Plus tard, peut-être, on reviendra pour plus de détails, mais pour le moment, c'est juste de manière sommaire qu'on navigue dessus. Un autre rôle des technologies de l'information, et pour le moment, c'est le dernier rôle dont je parlerai, c'est l'innovation. En fait, l'innovation, ça veut dire quoi? L'innovation, c'est un principe de toujours rechercher de nouvelles technologies qui permettent de répondre à des besoins précis en entreprise. Donc, disons qu'on avait peut-être, aujourd'hui, on utilise un système qui nous permet peut-être de faire de la comptabilité. Si avec l'évolution, on peut avoir des logiciels qui permettent de faire plusieurs multiples tâches de manière assez plus facile. On va penser à ce volet d'innovation-là, c'est-à-dire constamment, on va rechercher la solution ou le système, parlant de logiciels qui répondra plus facilement aux besoins de notre entreprise. Donc, ceci, c'est l'ensemble des rôles des technologies de l'information dans la société. Donc, sur ce, je vais passer au prochain point qui parle des domaines, en fait, des différents domaines des technologies de l'information. Quels sont les domaines qu'on retrouve en informatique? Le premier domaine dont je vais parler, c'est le support informatique, qui est, en anglais, on l'appelle IT support. Et d'ailleurs, j'ai travaillé comme support informatique pour de nombreuses années. Donc, le support informatique, ce n'est rien d'autre que l'assistance aux utilisateurs pour but de résoudre des pannes informatiques, des pannes que ce soit du matériel ou du logiciel, et aussi gérer les postes de travail. Donc, c'est un domaine assez vaste, assez important, parce que qui dit outils ou matériel informatique dit pas de perfection, en fait. Ce n'est pas parfait. Ça veut dire, étant que c'est une machine qui a été créée par l'homme, elle est susceptible d'avoir des défaillances. C'est pour cela qu'il y a ce domaine des ingénieurs du support informatique qui aident constamment les systèmes à être up, comme les Anglais disent, up and running, c'est-à-dire en place et qui marche. Donc, donc le support informatique, en gros, c'est l'assistance aux utilisateurs. Les utilisateurs, dans ce cas, ce ne sont que des personnes qui ont des terminaux, c'est-à-dire des stations de travail, on peut les appeler des ordinateurs, et qui exécutent des tâches au quotidien.
sur ces supports-là, sur ces postes de travail. Le deuxième domaine de l'informatique, des technologies de l'information dont je vais parler ici, c'est les réseaux. Les réseaux, c'est un domaine vraiment très, très, très important. Vous savez, après la mise, la fabrication des ordinateurs, les réseaux interviennent parce que toute entité, si je dirais, tout terminal, on les appelle les terminaux justement parce que ce sont des matériaux, des ordinateurs qui ne peuvent être utilisés tout seuls. Terminaux parce que ce sont des points en même temps de départ ou des points d'arrivée de l'information. C'est pour ça, pour ça qu'on utilise le terme terminal. Et ils prennent plus leur sens quand on entre dans le domaine du réseau qui n'est rien d'autre que la mise en place d'un ensemble de communication, d'un ensemble de systèmes de communication entre les différents équipements, les différents terminaux ou bien les différents ordinateurs dans un parc informatique ou dans en essayant d'extrapoler, je veux dire, dans un réseau informatique. Donc, le réseau, en fait, c'est ça, c'est mettre en place des systèmes qui permettront aux ordinateurs, ou bien pas seulement les ordinateurs, aujourd'hui on a les smartphones, on a des imprimantes, on a plusieurs terminaux, plusieurs types de terminaux qui permettent soit de traiter l'information, soit de restituer l'information. Donc le réseau va être cette dorsale-là qui va leur permettre de communiquer en fait. Et parlant des réseaux, on ne peut pas parler de réseau sans parler c'est quoi? Quels sont les équipements en fait qui constituent le réseau? Les équipements basiques du réseau, ce sont les terminaux, comme on a si bien dit. Mais hormis les terminaux, on a plusieurs équipements qu'on appelle les équipements intermédiaires qui interviendront dans le routage ou dans la transmission des données d'un point A ou d'un terminal A à un terminal B. Donc, dans ce cas-là, un exemple d'équipement qu'on appelle couramment équipement réseau, c'est le switch. Le switch qui est un équipement basique qui permet de faire la commutation entre les terminaux dans un réseau physiquement limité qu'on appelle Local Area Network ou LAN. Donc les switches, c'est disons l'équipement de base qui permet d'interconnecter des ordinateurs ou des terminaux dans un environnement géographique bien limité. Ici, là, je l'ai dit tantôt, c'est les LAN, Local Area Network, pour dire réseau local. Ouais. Ensuite, à part les switches, on a le routeur. Le routeur qui va étendre le réseau à une zone un peu plus vaste et importante, c'est-à-dire qui permettra d'interconnecter notre petit LAN qui est déjà formé à partir d'un switch, par exemple. En ajoutant un routeur, on pourra avoir la possibilité d'aller au-delà de notre LAN et faire communiquer notre LAN avec plusieurs autres LAN. Et en quelque sorte, c'est l'interconnexion de tous ces LAN-là à travers le monde, à travers des routeurs justement, parce que chaque LAN est connecté à un routeur qui lui permet de transmettre l'information, en fait, les données qui sont privées. Peut-être quand je parle de privé, c'est du côté interne du routeur, tout ce qui est dans le LAN, au réseau public ici, qui sera peut-être représenté comme Internet, qui est un réseau ouvert, public et non sécurisé. Donc le routeur intervient là pour faire une sorte on appelle ça du routage, c'est-à-dire prendre
du trafic qui vient en interne, en privé, et le rediriger à l'extérieur et faire aussi le rôle inverse, c'est-à-dire prendre du trafic qui vient de l'extérieur pour le rediriger vers l'intérieur de notre réseau. Donc, à part le routeur, on a une multitude d'autres équipements. On peut parler ici du firewall. Le firewall peut être un équipement à part entière, ou bien il peut être juste une fonctionnalité du routeur qui permet ici de filtrer le type de trafic qu'on reçoit à travers le routeur. Ça permet de filtrer, c'est-à-dire décider, disons par exemple, le trafic de tel protocole qui vient d'Internet, je ne veux pas qu'il entre dans mon réseau local. Donc, à partir du routeur ou à partir du firewall, on peut mettre des règles de filtrage qui ici sont basées sur ce qu'on appelle des access lists ou des listes d'accès. Donc, globalement, c'est ça. Là, en parlant de firewall, on entre déjà dans l'univers de la sécurité des réseaux. Parce que qui dit, comme je disais tantôt, qui dit données, dit sensibilité. Ouais, exactement, Ian Smith, en base des ACL ou des access lists. Donc, qui dit traitement des données, dit sécurité, parce que on ne peut pas traiter une donnée et la laisser exposer. Et en parlant de réseau, quand on parle de communication des terminaux, à un niveau, il faut bien inclure la sécurité du réseau et l'utilisation des access lists au niveau des routeurs ou au niveau des firewalls qui sont physiques, qui peuvent être considérés comme équipement comment on appelle, équipement complet, pas juste une fonctionnalité de routeur. Ils permettent ce filtrage de trafic-là. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres types d'équipements qui interviendront dans la sécurité des réseaux. Mais là, je suis juste en train de faire un énoncé et je ne vais pas entrer dessus. Peut-être prochainement, on va faire des exposés sur chaque domaine pour essayer d'en parler en profondeur. Donc, parlant de réseau aussi, j'aimerais parler aussi d'un dernier aspect avant qu'on passe à un autre domaine, qui est le VPN. Je sais que beaucoup d'entre vous entendez constamment ce terme-là, VPN. C'est quoi un VPN? Généralement, même sur TikTok, des gens, quand ils veulent charger leurs pièces, ils veulent faire la recherche de pièces, ils se connectent au VPN là pour essayer de voiler leur position, changer, peut-être dire je suis au Cameroun, je vais me connecter au VPN et virtuellement je serai peut-être au Brésil et là je vais recharger les pièces selon les règles du Brésil. Laisse-le, ouais, s'il allume ça va. Donc peut-être je vais me retrouver virtuellement dans le réseau du Brésil et à travers cette fonctionnalité de VPN là, je pourrais agir selon les principes ou les lois du Brésil. Bienvenue Black Warriors. Je suis honoré de te recevoir ici aujourd'hui. Je fais un peu comme toi. Donc VPN c'est quoi? VPN ça veut dire Virtual Private Network. Ça veut dire un réseau privé virtuel. Ce n'est rien d'autre en fait que une technologie qui est mise sur pied pour pouvoir créer des tunnels sécurisés et permettre de transférer le trafic des données de manière sécurisée. Si je prends un exemple un type de VPN qu'on utilise couramment, ce sont des VPN IPsec. IPsec, ça veut dire... IPsec, c'est juste un protocole de communication. Et les VPN IPsec sont conçus sur Internet. On sait tout, je l'ai dit tantôt. Internet, c'est un réseau non sécurisé. C'est un réseau de faux tout. C'est un réseau de tout le monde. C'est un réseau où les hackers y sont, où les gens sérieux sont. Et généralement, des entreprises sérieuses créent des tunnels
IPsec, des tunnels privés qui permettront à l'entreprise, à une entreprise X, d'échanger ses données de manière sécurisée sur ce réseau non sécurisé qu'est Internet. Donc, en gros, c'est ça, c'est ce à quoi sert le VPN. C'est vrai qu'on extrapole un peu en fait, si on va dans le cadre dans cette application qu'on a généralement en faisant peut-être les recharges de pièces sur TikTok, le VPN ici, là, lui va créer une sorte de lien sécurisé et dépendant peut-être de la configuration qu'on aura mis à la base. Disons qu'on choisit qu'on est au Brésil, ça va nous créer, ça va nous taguer les informations qu'on échange en fait en temps réel, les données qu'on envoie depuis notre téléphone, et ça les taguera comme si, comme les paquets qui sont envoyés au Brésil sont tagués en fait. Ce qui fait que physiquement, on est dans un pays comme le Cameroun, je prends juste un exemple, mais virtuellement, le réseau va nous considérer comme étant au Brésil. Donc, c'est une sorte d'application du VPN. Donc ça, c'était le deuxième point en parlant des domaines. J'ai parlé en premier point, quels sont les domaines, en fait, quels sont les domaines des technologies de l'information. On a parlé en premier point du support informatique. Deuxième point, je parlais des réseaux. Troisième point, je vais parler de l'ingénierie logicielle. L'ingénierie logicielle qui est connue sous plusieurs noms, soit développement logiciel, soit codage, ouais. L'ingénierie logicielle, c'est quoi? C'est un domaine de l'IT qui permet en fait de créer des applications, que ce soit de divers types. Oh, merci beaucoup Black Warriors, thank you so much. Ça permet de créer des applications. Vous savez, la base, comme je l'ai dit, les technologies de l'information, c'est un domaine qui est exclusivement basé sur le traitement de l'information, en fait. Justement, on dit technologie de l'information, c'est le traitement de l'information. Et comment est-ce qu'on peut traiter l'information? Une méthode de traiter l'information, c'est à travers des applications, ou ce qu'on appelle des logiciels. Donc, il y a un domaine carrément à part qui permet de mettre sur pied ces applications-là. Et en parlant d'applications, on a plusieurs types d'applications. On peut avoir des applications web, c'est-à-dire qui ne sont qu'accessibles à travers un navigateur. Peut-être pour ceux qui sont novices, quand on parle de navigateur, peut-être vous avez l'habitude d'utiliser des navigateurs comme Firefox, comme Google Chrome, comme Edge. Avant Edge, on avait c'était Explorer, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus bien. Il y en a plein. Il y a des navigateurs aussi qui sont spécialisés dans le dark web, ainsi de suite. Donc, on a des applications web. Ensuite, on a des applications du type mobile qui sont utilisées sur les téléphones. Aujourd'hui, on a plusieurs systèmes d'exploitation de téléphones comme Android, comme iOS pour Apple. Il y en a plusieurs autres, mais ce sont les deux les plus connus là. Et je pense que vous les utilisez chaque jour. Vous les utilisez tous les jours parce que vous téléchargez des applications sur Play Store, par exemple, qui est le marché d'applications d'Android, ou bien sur Apple Store, sur App Store, qui est le marché d'applications de Apple. Donc, ce sont en fait les applications que vous téléchargez sur cette plateforme-là. Ce sont des applications de type mobile. En plus, en dernier lieu, on a des applications de bureau qui sont des applications qui peuvent être déployées sur des stations, sur des stations de travail, comme des ordinateurs ou comme des serveurs. Donc, ces trois types d'applications sont généralement développées par des ingénieurs logiciels. Ouais. Merci beaucoup, Black Warrior, merci. Je vais passer à un autre type de domaine, de technologie de l'information. Là, on va parler de l'administration système
administration des systèmes. C'est quoi l'administration des systèmes? Administration des systèmes, c'est un domaine qui inclut certaines tâches comme la maintenance des serveurs. Vous savez, quand on parle des serveurs, en fait, vous serez tenté à dire c'est quoi les serveurs? C'est quoi les clients? C'est quoi? Une seconde. J'ai TikTok qui me demande de vérifier que je suis là. Ok, quand on parle de serveur, peut-être des questions vont surgir du type c'est quoi un serveur? Dans un serveur, je le disais tantôt, je parlais des stations de travail. Un serveur n'est un terminal. J'ai parlé de ça un peu plus haut. Un serveur n'est qu'un terminal, c'est une station de travail, mais qui a une fonctionnalité précise, qui héberge beaucoup des services, d'où le nom serveur. Donc, ça héberge des services qui peuvent être accessibles par d'autres stations de travail qui, en ce moment, seront appelés des clients. Salut. Déframbo, bonsoir. Ouais, comment tu vas? Je vais très bien, toi-même. Ah, c'est tranquille, je suis au calme. En fait, je vadrouillais sur TikTok et j'ai vu que tu étais en live. Et puis, je suis montée pour... Parce que moi, je trouve que c'est dommage qu'on... Et puis, je suis montée pour... Parce que moi, je trouve que c'est dommage qu'on soit juste deux à regarder le live. Et pourtant, c'est pertinent. Donc, je suis montée histoire de voir si le fait que je monte là va permettre que d'autres personnes puissent venir. Ah Mais ouais. la stratégie avec les lives, au début, il faut que tu engages les gens. Bon, je le dis avec Ouais. ma petite expérience sur TikTok. Il faut Mhm. au début que tu engages les gens. Quand je demande aux gens de tapoter, en vérité, c'est que je veux qu'ils s'engagent dans le live, qu'ils restent éveillés, qu'ils trouvent Ouais. peut-être d'abord un sujet qui est attirant, tu vois un peu. Ouais, ouais, je vois. Et maintenant, parce que je trouve que le live, il est super important. Tu parles des trucs super intéressants. Et puis, si tu m'avais même dit, j'aurais crié sur les gars dans le groupe WhatsApp, ils seraient venus. Tu vois un Ouais. peu. Tu sais, Donc, j'ai juste la eu prochaine envie fois, s'il te de... plaît, si tu veux lancer le live, fais-moi signe. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. En fait, j'ai l'habitude de faire des lives autres, hein. Je fais des lives peut-être musique ou karaoké, ou je fais le DJ et tout. Et je dis pourquoi pas. Le truc, c'est que, Frambo, il faut que tu aies une ligne éditoriale, que tu aies une Ouais, ouais, ouais. certaine identité. Exactement. Exactement, c'est Tu ça. vois un peu, que tu aies une ligne éditoriale et puis les gens qui te suivent, ils te suivent par rapport à la ligne éditoriale. Les C'est gens ça. aujourd'hui savent que si Black Warrior c'est un live, elle parle de tech. Donc, il y en Ouais. a qui ne viennent pas juste parce qu'ils savent que je ne vais que parler de tech, mais il y en a qui vont venir parce que je parle de tech. Au début, j'allais un peu dans tous les sens, je parlais de beaucoup de trucs et j'ai des aînés qui m'ont dit reste concentré sur ce que tu fais ou bien sur ce que tu as envie d'accomplir. Et Exactement. ça aide beaucoup. Donc, si tu vois que tu es fait dans la sensibilisation tech ou bien dans... Bref, tu restes dans un domaine, tu restes fidèle là-bas et puis les gens qui vont te suivre d'abord par rapport à ça. Parce que du coup, quand tu vis avec la musique, tu vis avec tout le monde est papier. Ça veut dire que même toi, dans ton esprit, tu es dispersé. C'est Il ça, faut, c'est clair. voilà peut-être la petite contribution que je peux donner. Non, 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 c'est très important, hein, c'est très important. Et Yann Smith, continue de tapoter, hein. Moi, je te vois que tu es encore là connecté, donc tapote. Et On s'il va fallait même encourager notre choisir, frère. hein, s'il fallait même choisir, c'est entre la musique et la musique, c'est juste le divertissement, quoi. Mais après être diverti, qu'est-ce que tu fais? Euh, il faut bien parler, il faut bien essayer de parler de ce qui va t'apporter, peut-être, ou t'aider à mettre sur pied des processus pour gagner un peu ta vie, quoi. Donc, c'est d'où vient ce, la vérité, c'est que je m'ennuyais. J'ai dit, ah, pourquoi ne pas... On est là tous les jours. Je travaille dans le domaine. Pourquoi ne pas essayer de partager avec les autres? Ne serait-ce que partager, peut-être tu peux avoir aussi des personnes qui viennent en fait t'ouvrir aux autres. On te donne peut-être des informations qui peuvent t'aider à toi aussi. Et c'est gagnant-gagnant, quoi. Donc j'ai lancé Exactement. juste comme C'est ce ça. que je dis, je sais que je dis toujours, donner, c'est recevoir. Ouais, Et c'est ça. plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Mais ne viens pas déjà avec l'intention de parce que je donne là, il faut que Non, je non, c'est reçoive. clair. Donc, si je ne reçois pas, j'arrête. Non.
il faut venir avec une intention qui est pure. Et tu vas voir au fur et à mesure, les choses vont se dessiner. Mais c'est d'abord par rapport à toi, qu'est-ce que tu vas, les choses vont se dessiner. Mais c'est d'abord par rapport à toi, qu'est-ce que tu vas accomplir quand tu fais X, Y, Z, Ouais. qu'est-ce que tu cherches à accomplir. Et avec ça, Mhm. ceux que ça intéresse vont te suivre, et puis ceux que ça n'intéresse pas, ils vont pas te suivre. Mais je pense qu'on peut, vu que tu es dans la communauté, si tu es plus porté live tech, fais-moi savoir. Et à chaque fois que tu lances des lives, je vais aussi inviter les autres à venir te suivre pour qu'on puisse grandir ensemble, en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Et of course, je suis live tech, donc c'est- je viens disons que je viens de découvrir et je pense que ce n'est que le début, c'est le début d'une longue série, quoi. Donc, Ok, t'inquiète. comme je te Et, disais là, je vadrouillais sur TikTok, donc je vais me muter là. Et ok, puis, je vais rester là en espérant que plus de ça personnes marche. montent. Merci. Ça marche. Merci beaucoup, Kelly. Merci. Bon, je vais continuer avec l'exposé. Et en fait, je comptais exposer et à la fin prendre on échange quoi, soit les questions, soit les ajouts et tout. Donc, on parlait des domaines, des différents domaines des technologies de l'information. Donc, j'ai parlé en premier lieu du support informatique ou bien de l'IT support pour les anglophones. En deuxième lieu, j'ai parlé des réseaux. Et on a essayé d'expliquer c'est quoi des réseaux, c'est quoi un réseau, quels sont les types quels sont les équipements qui interviennent dans le réseau, quels sont les types de technologies parlant des réseaux. Ensuite, j'ai parlé de l'ingénierie des logiciels. Ouais, on a parlé des différents types d'applications web, mobile et de bureau. Et actuellement, je suis sur l'administration système. Donc l'administration système, je le disais tantôt, c'est un domaine qui a trait avec la construction des infrastructures, la construction des systèmes qui permettront euh, d'héberger une matériellement une suite en fait une suite d'entités matérielles ou logicielles qui permettront de traiter les informations d'une entreprise X. Donc, c'est un ensemble de systèmes. Disons, ça inclut quoi? Ça inclut la maintenance des serveurs. Comme je disais tantôt, les serveurs, ce sont des terminaux qui ont qui hébergent des services et qui à leur tour sont accessibles par d'autres terminaux qui, en ce lieu, seront appelés des clients. Donc, euh, quand on parle des serveurs, ce sont des machines qu'on installe et qu'on maintient et que à la fin de leur vie, on les décommissionne. Et ce sont des ingénieurs d'administration système qui le font. On a aussi le volet de gestion des utilisateurs, parce que qui dit administration des systèmes dit administration des objets. Si je fais peut-être le le parallèle avec l'une des technologies qui est les plus utilisées par les administrateurs système, qui est Active Directory, mis sur pied par Microsoft. On a l'un des principaux objets, quand on parle des objets sur Active Directory, ce sont les entités qui sont gérées en fait par le système. Donc l'un des principaux objets, ce sont des utilisateurs. Dit utilisateurs, ça peut être des personnes physiques ou des employés physiques qui sont embauchés par une entreprise et qui auront en ce moment droit à des accès sur certains systèmes. Donc, pour avoir ces accès-là, on les crée ce qu'on appelle des comptes d'utilisateurs. Et oui, on peut les créer, mais il faut bien les manager aussi facilement. Et c'est là où intervient cette gestion des utilisateurs là, ou des comptes d'utilisateurs. On a aussi d'autres types de comptes d'utilisateurs qui qui peuvent être des services, des comptes de services par exemple, qui sont liés à des ressources matérielles, pas à des personnes physiques. On a des comptes, on peut avoir une multitude d'autres comptes, de types de comptes. On y reviendra si possible.
Et un autre volet de l'administration des systèmes, c'est la sécurité des systèmes. Donc, on ne peut pas mettre sur pied un système informatique sans penser au volet sécurité. Et ici, parlant de sécurité, on a également, je dirais que c'est un tout autre domaine à part. Parce que si on dit sécurité, ça veut dire il y a une entité qu'on veut sécuriser, en fait. Et parlant des types d'entités qu'on veut sécuriser, ça fait intervenir plusieurs domaines, justement, à l'intérieur. Donc, disons que je veux sécuriser peut-être le matériel. Disons que je veux sécuriser en administration système, j'ai besoin de sécuriser le matériel. Le matériel, c'est quoi? Le matériel, c'est mon ordinateur physique. Vous verrez que plusieurs technologies entreront dans ce processus de sécurisation de mon matériel. Qu'est-ce qu'on peut sécuriser, par exemple, sur le matériel? Je veux dire, je peux sécuriser, pour ceux qui savent, je peux décider de sécuriser mon BIOS. Le BIOS qui est le logiciel qui permet de faire l'interface entre le matériel physique, donc c'est-à-dire le hardware, l'ordinateur qu'on a en main, et le système d'exploitation qui est installé sur ce logiciel, sur cet ordinateur-là, peut-être Windows 10 ou Windows 11. Donc le BIOS fait l'interface. Généralement, quand on a les ordinateurs au bureau une entreprise a ses ordinateurs, si on ne sécurise pas le BIOS par exemple, et que un ordinateur se perd, n'importe qui découvre l'ordinateur peut décider de faire ce qu'on appelle le formatage du système et réinstaller un autre système et être capable de l'utiliser. Donc un domaine, la sécurisation du BIOS par exemple inclut que on peut créer une politique de sécurité qu'on poussera sur les ordinateurs de notre entreprise, qui créera par exemple un mot de passe pour d'accès au BIOS, et peut-être pas seulement créer le mot de passe, mettre sur pied une politique du genre, même l'administrateur, même celui qui accède au BIOS n'a pas le droit de changer le mot de passe. Donc déjà, si on met une simple politique comme ça et que l'ordinateur se perd, il est récupéré, celui qui le récupère ne peut rien faire avec. Ça, c'est sûr, parce que tout est bloqué au niveau du BIOS. Du BIOS. Donc ça, c'est un moyen de sécuriser, de sécurité. Parlant du hardware, parlant des logiciels, on en a une autre panoplie et c'est un autre domaine encore. Donc, on peut sécuriser on peut mettre sur pied des politiques pour sécuriser logiciellement tout notre parc informatique, de telle sorte, je prends l'exemple, il y a ce qu'on appelle les EDR, qui sont les Endpoint Detection and Response. Ce sont des logiciels généralement qui sont déployés à l'échelle globale et qui analysent en temps réel les comportements de nos équipements, de nos machines, quitte à ce que s'ils détectent un comportement anormal chez un équipement, ils vont directement mettre sur pied un processus qui est ici appelé le processus de réponse, donc pour résoudre l'incident en temps réel. Pour ceux qui sont peut-être qui font peut-être des recherches, vous aurez peut-être entendu parler des logiciels comme SentinelOne, qui est l'un des logiciels que j'utilise dans mon environnement actuel. Il y en a plein, il y en a une panoplie. Peut-être on fera un sujet typique pour cela. Passons à un autre domaine. Ici, on parlera aussi du cloud computing. Cloud computing, c'est quoi? C'est en gros, c'est la gestion des ressources. C'est la gestion des ressources informatiques à travers Internet. Donc ici, si on parle de ressources, à quoi est-ce que on fait référence quand on parle de ressources? On peut avoir plusieurs types de ressources. On peut avoir en anglais on dit par exemple le compute, c'est-à-dire la ressource qui permet de
qui met en exergue la puissance de traitement. On l'appelle généralement compute, peut-être le type de processeur qu'on utilise et tout. On a le stockage qui est une autre type de ressource, qui est un autre type de ressources. Ici, ouais, si on va sur le cloud, on verra qu'il y a plusieurs types de technologies de stockage, dépendant des différents fournisseurs de cloud. Si j'extrapole un peu, si on va chez AWS, on verra, il y a peut-être les S3, qui est un service qui est offert par AWS et qui justement est une technologie de stockage. On a également les databases, par exemple Redshift. Je voyais Redshift par exemple dans un comme je voyais Redshift par exemple dans un comme requirement dans un job description de l'autre jour. On a plusieurs types dépendant des fournisseurs de cloud, on en a une panoplie. Et ouais, donc le cloud computing, en gros, c'est ça, c'est gérer les ressources informatiques, mais via Internet. Et ici, on a plusieurs fournisseurs de cloud, de solutions de cloud computing. L'un des meilleurs sur le marché, c'est Amazon à travers son produit AWS. On a aussi Microsoft qui fait du coude à coude avec Azure, Microsoft Azure. On a aussi d'autres comme Oracle, comme Google, à travers GCP, Google Cloud Provider. C'est quoi? Je pense que c'est ça. Donc de manière globale. Ici, je vais un peu aussi extrapoler pour inclure le domaine DevOps dans le cloud computing parce que je prends le risque parce que j'ai des experts en DevOps ici. Et ouais, c'est vrai que le DevOps aujourd'hui c'est un domaine à part, mais il est basé sur le cloud computing parce que il gère justement beaucoup de ressources à travers Internet, quoi. Je ne parlerai pas de lui un peu comme séparé. Disons que je vais même pas parler de lui pour risque de me prendre une patate. Je laisserai. Juste sachez qu'il y a un domaine qui est en vogue aujourd'hui, qui est DevOps et qui fait un peu qui fait une sorte d'interfaçage entre deux types d'équipes en entreprise, l'équipe des développeurs et l'équipe des opérations. Donc ouais, il y a un domaine qui s'appelle DevOps. Autre domaine des technologies de l'information, ici on verra la cybersécurité, qui est un domaine assez important et un domaine incontournable. La cybersécurité qui en gros gère la protection contre les cyberattaques, qui fait dans la protection contre les cyberattaques, qui permet de gérer cela à travers la manipulation des accès, la mise sur pied des systèmes pour de prévention de fuite des données et aussi aussi la mise sur pied des systèmes pour contre-attaquer quoi. Quand une entreprise est peut-être victime d'une cyberattaque, il y a des systèmes qui sont sur pied qui sont là en cybersécurité pour travailler à remettre tout en service. On appelle, il y a un terme qui revient dans le jargon, qui est disaster recovery. Ouais. Peut-être plus tard on y reviendra dessus, mais ouais, c'est un peu ça. Et comme autre domaine de technologie de l'information, on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et le data. Ici, là, on parlera de l'analyse des données, l'analyse massive des données, ou bien le big data. Je pense que Kelly en parlait l'autre jour et il y avait certains ingénieurs de big data aussi dans son live. C'est un domaine qui met en exergue certains types
de computing power, si je veux appeler ça comme ça. C'est un type de puissance au niveau des processeurs pour, en quelque sorte, faire de l'apprentissage machine, c'est-à-dire des tâches peut-être qui étaient exécutées par l'homme. Oula, tu vois. J'ai mon téléphone qui signale. Attendez que je le mette en charge là, qu'on ne se perde pas. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Ok, ouais, je l'ai branché. Donc, je disais tantôt, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui met en exergue de la puissance au niveau des capacités de traitement et ça met ça et pour implémenter ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Ça veut dire on aura un ordinateur qui va se comporter comme un humain et traiter des informations ou bien prendre sur lui de faire certaines tâches selon les programmes ou selon le type de programme qui sera inscrit à la base, quoi. C'est un peu ça, l'intelligence artificielle. Donc, ouais, je vais me limiter à ça. Ce n'est pas juste ces domaines qu'on a. Il y en a tellement. Il y a une multitude de domaines en technologie de l'information, mais je dirais que ceux dont j'ai parlé, ce sont les domaines majeurs. Ce sont les domaines majeurs parce que ouais, disons que s'il y en a plus, la majorité des autres seront dérivés de ces domaines-ci, en fait. Donc, c'est ça. Et passons au prochain point. La finalité des technologies de l'information. Pourquoi est-ce que qu'elles sont mises sur pied et à quoi est-ce qu'elles servent à la fin? En fait, quel est leur objectif? En premier point, je dirais, parlons de la finalité des technologies de l'information. Elles visent l'optimisation des performances des entreprises, en fait. Elles visent l'optimisation des performances des entreprises parce que si on prend un cas de figure où elle n'existe pas, une entreprise qui n'a pas de système informatique et qui utilise tout manuellement, peut-être traite d'informations sur papier ou tout, et on prend une autre entreprise qui a un système en bonne et due forme, en bonne et due forme sur place. Nous convenons tous ensemble que l'entreprise qui travaille de manière optimale et qui sécurise ses données et qui est performante à la fin, c'est l'entreprise qui a le système informatique parce que celle qui utilise tout manuellement, il y a beaucoup de risques. Disons que si le local prend feu, l'entreprise est à terre, par exemple, ou si disons un comptable détourne une écriture ou un papier, disons que l'entreprise prendra un coup. Pourtant, quand tout est centralisé, quand tout est géré de manière informatique, les risques de cette nature sont peu, quoi. Le deuxième point, c'est la réduction des coûts opérationnels. La réduction des coûts opérationnels pour dire, ouais, c'est sûr, en utilisant des systèmes informatiques, le fait de traiter l'information plus vite permet d'économiser en même temps. Le fait je prends l'exemple de l'utilisation peut-être d'un serveur, peut-être disons qu'on approvisionne un serveur sur AWS qui nous permet qui permet à une entreprise peut-être bêtement, je vais dire quoi, qui a un serveur web qui permet d'héberger une application disons bancaire et tout. C'est toujours c'est à la fin, c'est les coûts opérationnels sont moindres que une autre entreprise peut-être qui utilise pas une solution pareille, qui peut-être fait tout sur papier ou sur je sais pas
puis fait tout manuellement, quoi. Donc, l'utilisation des technologies de l'information à ce niveau, for sure, permettent de minimiser les coûts et de minimiser aussi les risques. Et l'autre point, c'est qu'ils améliorent la prise de décision grâce au type de données en fait qu'on obtient en temps réel. Ils permettent aussi de garantir la sécurité, on l'a dit plus haut, et la continuité des activités. Donc, qui garantit la sécurité, garantit la continuité des activités de l'entreprise. Et les technologies de l'information aussi favorisent l'innovation et l'agilité. Je parlais d'innovation plus haut, qui dit généralement les entreprises sont du style si on utilise une application aujourd'hui et que il y a une nouvelle application qui permet de faire la tâche, qui permet de réaliser les tâches de l'entreprise, mais de manière plus simple ou de manière plus économique ou de manière plus optimale. On est tenté à migrer vers la nouvelle solution. Et cette migration-là, c'est ce qu'on appelle l'innovation, en fait. Oui, pour ne pas trop tirer, j'avais prévu un dernier point pour cet exposé. Et après ça, je donnerai la parole. Comment être un bon ingénieur en technologie de l'information? Quelles sont les qualités, quels sont les points à respecter pour être un bon ingénieur en ce qui concerne les technologies de l'information? La première qualité, c'est il faut avoir une base solide, une base technique solide en fait. Une base technique solide, c'est-à-dire il faut maîtriser les différents systèmes, il faut maîtriser les réseaux, il faut maîtriser les technologies innovantes, il faut maîtriser la sécurité. Ouais, c'est ce qui entre dans la base solide, la base technique solide. Ensuite, il faut avoir une bonne capacité à résoudre les problèmes. On appelle ça, généralement en anglais, on dit il faut être critical thinking. Il faut être, ouais, il faut avoir une bonne capacité à résoudre les problèmes. Il faut être curieux et avoir un esprit d'apprentissage continu. C'est hyper important si vous voulez être un ingénieur IT. Il faut être très curieux et avoir un esprit d'apprentissage continu parce que les technologies naissent tous les jours pour pouvoir améliorer les systèmes. Donc, si vous avez appris peut-être une technologie aujourd'hui et disons dans 2 mois elle peut être obsolète, vous devez vous mettre à jour, vous devez apprendre la nouvelle technologie et être capable de l'utiliser pour résoudre les problèmes précis auxquels qu'elle pointe en fait. Il faut avoir un esprit d'équipe, un esprit de communication. Si vous avez l'habitude d'appliquer au job, vous verrez sur les job descriptions que les employeurs généralement ils précisent cela. On a besoin de quelqu'un qui est who knows how to collaborate, who knows how to communicate. Ouais, parce que si vous êtes un technicien, un ingénieur, ça veut dire que il y a quelqu'un pour qui vous faites la technique. Et à quoi bon si vous n'êtes pas capable de transmettre ou d'expliquer de manière terre à terre à cette personne. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle le travail en équipe. Donc, étant un ingénieur, vous aurez, probablement, vous travaillerez dans une équipe au sein de l'entreprise. Et il faut être capable de faire des recherches, de communiquer, de donner les comptes rendus de ce que vous faites et aussi de prendre des idées de vos collaborateurs et essayer de savoir les incorporer à vos idées pour pouvoir aussi mieux avancer. C'est un point, c'est une qualité hyper importante. Ouais, il faut avoir une bonne orientation client. Le client ici là, c'est celui pour qui on améliore le système ou pour celui pour qui on met en place le système. Donc, il faut être orienté client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut comprendre les besoins des utilisateurs et savoir, en fait, pour pouvoir proposer les meilleures solutions, les solutions adaptées, il faut être celui-là qui comprend les besoins du client ou les besoins des utilisateurs. Donc, c'est une qualité hyper importante. Enfin, il faut aussi avoir
une bonne gestion du temps et des priorités. Ça, c'est un point super important. Si vous voulez être un ingénieur de technologie de l'information, il faut savoir gérer votre temps parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps que vous mettez pour mettre sur pied un système, c'est sur ce temps-là, en fait, qu'on vous jugera, en fait, en entreprise. On peut pas vous dire, par exemple, hey, développer un système dont l'entreprise aura besoin dans 2 mois, vous prenez 5 mois pour développer ce système-là. For sure, vous allez être maître hors de l'entreprise. Vous serez fire, en d'autres termes, comme on dit dans notre jargon. Et aussi, il faut savoir faire, en fait, avoir une bonne gestion des priorités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tant qu'ingénieur, vous pouvez avoir, disons, vous travaillez pour des clients et que vous êtes sur une plateforme qu'on appelle généralement le ticketing, une plateforme de tickets où des clients envoient leurs tickets, des tickets concernant les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Il faut savoir faire la priorité pour pouvoir résoudre les tickets, en fait. Donc, faire la priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous recevez un ticket deux tickets, par exemple, un ticket où tout un système est down, tout un système où tout un serveur est down, et ce qui fait que une dizaine d'utilisateurs qui sont connectés au serveur là ne peuvent pas travailler. Et de l'autre côté, vous recevez un ticket où un utilisateur a un problème, il n'arrive pas à démarrer son ordinateur. Vous convenez avec moi que la priorité, la gestion des priorités, ça implique que vous devriez vous pencher sur le cas qui est le plus grave, qui implique beaucoup d'utilisateurs, qui est le cas où le serveur est peut-être down et que le serveur héberge une application qui est accédée par une dizaine de personnes. Donc c'est ça. Il faut être fin en ce qui concerne la gestion des priorités. Donc sur ce, c'est la fin de ce petit exposé. Comme je le disais tantôt, on fera désormais des lives qui parlera des technologies de l'information. Et celui-ci était un premier live, une sorte de live d'essai. Donc, on a fait une petite présentation sur les technologies de l'information où on a parlé de qu'est-ce qu'elles sont, conceptuellement, qu'est-ce qu'elles signifient. On a parlé de leur rôle dans la société. On a parlé des différents domaines des technologies de l'information. À savoir, ici on est allé sur les domaines globaux comme le support informatique, comme les réseaux, les télécommunications, comme l'ingénierie logicielle, comme l'administration des systèmes, comme le cloud computing et DevOps, comme la cybersécurité. Et on a fini ici par l'intelligence artificielle et les data. Ensuite, on a parlé de la finalité ou de l'objectif des technologies de l'information. Et on vient de terminer par quelles sont les qualités en fait d'un bon ingénieur en IT.